Bonjour, Monsieur Richard Kajoko. Bonjour Esther Janotou. Bienvenue dans cette interview ou cet espace que nous offre Play Soir Africa. Le plaisir pour moi d'être votre invité aujourd'hui. Je rappelle que Monsieur Richard Kajoko, vous êtes diplômé en droit et en gestion respectivement dans les universités au Cameroun et en Allemagne, et que vous avez ou que votre centre d'intérêt est beaucoup orienté sur les questions de la démocratie en Afrique. Et vous-même avez écrit beaucoup d'articles dans ce sens et avez publié également beaucoup de livres, notamment La patrie, l'exil et la désillusion, et également un autre livre sur le rêve d'un démocrate africain. Monsieur Kajoko, bienvenue donc dans cette interview. Merci. Merci à votre initiative que j'encourage fortement, si je peux m'exprimer ainsi, parce que j'ai essayé de lire et de comprendre un peu ce que vous faites. C'est un très grand combat et tout le plaisir pour moi d'être là aujourd'hui pour répondre à votre question et apporter aussi ma pierre à l'édifice de cet engagement positif pour l'Afrique. Je vous remercie déjà pour votre contribution. Alors, Monsieur Kajoko, vous savez qu'en 1960, les États africains ont accédé à leur souveraineté internationale. Il y a une très grande vague. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons en 2020 où 17 pays africains, je dirais, célébreront 60 années de cette accession à la souveraineté internationale. Mais quand on jette un regard sur notre continent, sur le continent africain, il faut remarquer qu'il y a beaucoup de crises politiques, beaucoup d'instabilité politique, des guerres de pouvoir qui caractérisent le système politique de nos différents pays. Et il y a une interrogation qui suscite réflexion en ce qu'il, à savoir, est-ce qu'il faudrait repenser la démocratie ou le modèle de démocratie en Afrique ou carrément penser à une décolonisation de du système de démocratie en Afrique. Donc, l'interview aujourd'hui que nous menons avec vous, M. Richard Kajoko, sera orientée dans le sens d'une analyse du parcours donc, de la démocratie en Afrique et voir un peu les différents contours de ce système politique que nous prenons pour modèle en Afrique. Donc, déjà en latin, M. Richard Kajoko, vous avez écrit, je le disais tout à l'heure, un livre sur le rêve des démocrates africains. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer la démocratie? Qu'est-ce qu'il faudrait comprendre par cette notion? Votre question qui plombe ainsi l'entame de cette émission touche réellement le cœur des faits qui aujourd'hui est au centre de plusieurs mots en Afrique, à savoir la démocratie. Dans son essence propre, on pourra dire que c'est le fait de donner au peuple le pouvoir de s'exprimer lui-même, de s'auto-gérer, de redonner, n'est-ce pas, une autre vision à la vie selon ses propres ressentiments. Voilà en quelque sorte la démocratie. La souveraineté au peuple, le pouvoir du peuple par le peuple, le fait pour le peuple de s'exprimer et de construire un environnement dans lequel il s'est lui-même prescrit certaines lois et libertés, le fait pour un peuple de construire un État. On parle d'un véritable État lorsqu'il y a la démocratie. Concernant mon ouvrage, Le rêve d'un démocrate africain, si j'y reviens, je l'ai écrit, j'ai commencé sa rédaction en 2009. J'ai pensé et repensé que les libertés humaines qui brûlent en tout un chacun est en soi-même l'essence de la démocratie. C'est-à-dire, la démocratie n'est pas une découverte occidentale. Elle est ni une découverte, n'est-ce pas, d'un autre continent, la Chine, d'un autre continent plutôt l'Asie, ou d'un autre pays comme la Chine, l'Inde et bien d'autres, mais c'est tout simplement l'envie à chaque être humain, à chaque individu,
de vivre dans un environnement où ils seraient libres de s'autogérer, de construire des fondements avec ses semblables afin de créer une atmosphère prospère, liée au respect mutuel et qui conduira, n'est-ce pas, la nation vers le développement et vers le bien-être de tout un chacun. J'écris dans Le rêve d'un démocrate africain qui caractérise un peu l'histoire de la démocratie de mon pays et qui est semblable à plusieurs d'autres pays africains. Dans cet ouvrage, je mets en exergue un jeune Africain qui grandit sur le sol africain, amené à faire ses études, à acheminer ses études en Europe, se révolte et décide contre toute attente de rentrer dans son pays pour corriger ce qui n'a pas marché. Ce qu'il a appris ailleurs et qui prouve que c'est le sentiment qui mène vers un chemin prospère, pourquoi cela ne marche pas dans son propre pays? D'où son retour, le retour de Ben dans ses terres natales en Afrique, où il va réellement se battre, se lancer en politique pour changer les choses, pour donner une définition à la politique, la gestion de la société. Une définition que jusqu'à nos jours, les gouvernants actuels africains ne maîtrisent pas et ne connaissent pas réellement ce que c'est que la politique. Ils ont tout autre trouvé une autre définition propre à la gestion de la cité, qui est, par exemple, tout faire pour rester au pouvoir. Un grand politicien africain, c'est celui qui dure le plus au pouvoir, c'est celui qui est capable d'opprimer, détruire et de tuer tous ses opposants. Oui, si je ne vous arrête pas, Monsieur Richard Kachoko, mais si je vous demande aujourd'hui de faire un bilan du parcours démocratique de nos États africains, que diriez-vous? Je vais tout simplement dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a eu des avancées, mais réellement, il faudrait revenir sur le thème de l'indépendance pour savoir s'il y a véritablement une démocratie. Parce que pour moi, une indépendance qui découle d'une décolonisation, avec des contrats à l'appui, n'est réellement pas une indépendance. On ne pourra en aucun cas dire qu'un pays comme la Côte d'Ivoire ou le Cameroun ont obtenu, ou le Bénin, ou réellement le Mali, tout le précaré français en Afrique ont obtenu l'indépendance avec des accords de défense signés. Quel peut-il être indépendant alors qu'il a encore des contrats dans sa poche? Ceci ne pourra en aucun cas aboutir à une indépendance. On est indépendant lorsqu'on a le pouvoir de prendre toutes les gestions en main. La France a signé à la veille des indépendances africaines avec presque tous ces pays de précarés subsahariens les accords de défense, les accords sur des gestions des minéraux, les accords sur le commerce. Et tous ces accords qui aujourd'hui ont plombé l'Afrique dans ce que j'appelle aujourd'hui dans une relation de père et fils avec la France, remet en cause ce que nous appelons l'indépendance africaine. Allons plus loin. Regardons d'autres pays comme le Ghana, d'autres pays comme le Nigeria, qui ont été sous l'administration directe, le direct des Anglais, qui sortent de l'indépendance à leur temps, mais qui aujourd'hui prennent des avancées démocratiques notoires que l'on peut réellement exprimer dans leur contrée, malgré le fait qu'ils tiennent encore les relations avec leurs anciennes puissances coloniales. Mais ces pays ont pris des avancées notoires parce que, et réellement, il y a eu un semblant de décolonisation dans ces précarés. Mais dans les précarés français, il n'y a jamais eu de décolonisation.
Je le précise et je sais sur mes mots, il n'y a jamais eu de décolonisation. Je prends un exemple simple sur le cas du Cameroun pour vous dire cela. À la veille des indépendances au Cameroun, dans les années 1960, la guerre des indépendantistes camerounais, qui a fait plus de 300 000 morts dans la région du littoral et de l'Ouest. Ceux-là qui voulaient la véritable indépendance sans accord avec la France, ils ont été massacrés. Avec à leur tête Robert Oumnobé, le chef de file de l'UPC. De l'autre côté, il y avait la file française, conduite par le tout premier président camerounais, mort à l'exil, Amadou Ahidjo, qui a été un président nommé, chatué, organisé dans une élection cafouillée, truquée, montée par la France, et qui s'est permis donc de signer tous les accords pardon, excusez-moi, voulus par la France. Donc, réellement, voilà en quelque sorte la remise en cause de cette décolonisation et de cette indépendance de 1960. S'il faut aller sur la base que nous avons été indépendants et faire aujourd'hui un bilan des 60 années dernières, ce qui a réellement évolué, ce qui nous a permis, est-ce que nous avons atteint jusqu'aujourd'hui en 2020. Je serais très difficile, je peux dire très sévère, parce que je trouve qu'au lieu d'avancer, le peuple africain a beaucoup reculé, malgré le développement technologique, malgré le fait que les Africains sont allés brillamment à l'école, malgré le fait que de nos jours, nous avons accès au même principe de développement que l'Occident. Oui, mais Monsieur Richard Kachoko, cet échec dont vous parlez, est-ce que c'est lié au système politique, à la démocratie aujourd'hui que pratique l'Afrique? Oui, cela est lié à cela. L'Afrique ne peut pas se détacher des contrats qu'il a signés pour pouvoir, n'est-ce pas, s'émanciper, s'émerger dans le nouveau monde qui est là aujourd'hui, qui devient planétaire. On parle de la mondialisation aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Afrique apporte sur le marché de la mondialisation? C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Qu'est-ce que nous apportons? Donnez-moi la matière où l'Afrique peut imposer un prix sur le marché mondial. Dites-moi ce que l'Afrique peut vendre sur le marché mondial pour que nous parlons d'indépendance et d'évolution. Quel est le pourcentage de l'Afrique sur le marché mondial? Toute l'Afrique sur le marché mondial n'atteint pas 5%. Toute l'Afrique, toutes les puissances africaines. Et ça, et même les pays africains qui ont eu une prédominance dans ce marché, c'est les pays du Maghreb, c'est les pays du précaré anglais et non les pays du précaré français. Comment vous pouvez expliquer que 60 ans après les indépendances, en Afrique, on parle encore d'un taux très élevé d'évacuation sanitaire? Comment vous pouvez expliquer que dans un continent, aujourd'hui, de presque 1 milliard d'habitants, avec des États, avec tous les développements technologiques et avec tous les Africains que l'on voit partout dans la diaspora, dans des grandes entreprises, des chercheurs, l'Afrique n'a pas tout simplement une unité scientifique mondiale pour décider de son avenir. De quelle indépendance parlez-vous lorsqu'on est incapable d'homologuer un médicament sur un marché au nom de l'Afrique? De quelle indépendance? De quelle avancée pourrons-nous dire lorsqu'un chef d'État africain, comme le président Paul Biya du Cameroun, un exemple bien ciblé, s'érige comme le meilleur élève d'un président français? Vous comprenez que aussi longtemps que la France tiendra les ficelles d'une démocratie semblable en Afrique,
je dis bien démocratie semblable, l'Afrique ne trouvera jamais le chemin du développement. Jamais le chemin du développement. Pourquoi? Il est inadmissible que partout où il y a des conflits, comme en Côte d'Ivoire dernièrement, où la France n'a pas été d'accord avec un président de la République voulu par les Ivoiriens, en l'occurrence Laurent Gbagbo. Et directement, des rébellions armées s'élèvent dans le pays, financées par la France, jusqu'à l'instauration d'un nouveau président à la tête de l'État, en la personne de Gamal Alassane Ouattara. Vous comprenez que les intérêts du monde prédominent. Les intérêts de la France passent avant tout. C'est eux qui doivent choisir qui doit diriger une nation. Et lorsque vous choisissez qui dirige une nation, pourriez-vous encore en ce moment parler de l'indépendance? Mais Monsieur Richard, je vois que vous peignez un tableau assez peint de la démocratie en Afrique. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait revisiter le système dans toute son entièreté ou quels sont les points sur lesquels il faudrait peut-être agir pour, revenons au premier point sur la décolonisation qui a été manquée et ratée. Okay. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on rentre dans l'histoire. Parce que si nous, on reste dans l'histoire, les Européens, les colonisateurs, les impérialistes qui ont fait leur tour en Afrique resteront en jamais. Est-ce que vous savez pourquoi les Occidentaux ont été les premiers à écrire l'histoire de l'Afrique? Ils l'ont fait tout simplement parce que si les Africains eux-mêmes écrivaient cette histoire, l'Occident ne pourra jamais s'en sortir dans un tribunal. Ils ont écrit cette histoire tout simplement pour, laver, polir, rendre plus fiable et glorifier leur passé en Afrique, retirer tous les aspects négatifs de la décolonisation qu'ils ont fait et qu'ils ont échoué pour les peindre, n'est-ce pas, en un tableau réluisant, donc vers un avenir prospère pour les Africains. Ce qui a été très faux. Ils l'ont écrit. Ils nous ont mis sur pied un système éducatif. Ils ont choisi ce que nous, on doit étudier. On ne doit en aucun cas faire un tour sur notre histoire, sur notre propre base. Vous ne connaissez pas le combat que votre grand-parent a mené. Non, vous ne connaissez pas. Vous connaissez tous les combats que les Européens ont menés contre Hitler, contre le roi Napoléon, contre Louis XIV, contre Mussolini. Vous connaissez tout ce qui a été l'histoire des Juifs. Vous y connaissez plus que l'esclavage. Peu d'Africains connaissent les centres de traite négrière en Afrique, là où on entassait les esclaves par des milliers pour les amener en Amérique et partout dans le monde entier pour les vendre. Peu des Africains connaissent, mais ils sont nombreux qui connaissent le conflit israélo-palestinien, qui vous parlera sans doute de la chambre à gaz contre les Juifs ici en Occident. Mais l'Afrique, dans sa réalité positive et la démocratie, doit revenir au point de la décolonisation. Comment nous avons été décolonisés? Sur quels principes et sur quelle base nous avons été décolonisés? Ceci est très important. Quand on nous a décolonisés, quel a été ce qu'on nous a laissé? Parce qu'en réalité, ce qui doit rester à l'homme, c'est sa culture. Et lorsque l'homme perd sa culture, il a tout perdu. Je veux par là dire que, au moment de la décolonisation, une grosse erreur avait été faite. Et des gens comme, des leaders comme le Thomas Sankara ont compris. Mais ils ont été vite rattrapés par la réalité. Et aujourd'hui, est-ce que la nouvelle génération est en train de comprendre qu'il faille que l'Afrique retrouve son sentiment d'antan, c'est-à-dire décolonisation à base de ses principes? Car les Occidentaux, il faut me laisser finir cette phrase, c'est très important pour moi. Les Occidentaux, avant d'arriver en Afrique, ils ont retrouvé sur place une organisation
une organisation qu'ils ont appelée organisation indigène et traditionnelle. Mais pour nous, c'était déjà une forme de société. En Afrique déjà, on vous parlera des royaumes, que ce soit au Mali, que ce soit au Cameroun, que ce soit un peu partout dans la région, AEF, OUA, toutes les régions africaines, il y avait des chefs dans des tribus qui avaient autour d'eux des notables, qui avaient autour d'eux des serviteurs. Il y avait, n'est-ce pas, des contrées, il y avait des limites frontalières, il y avait d'entraide, il y avait des rites. C'est vrai que le chef, dans le temps, et comme ici en Europe, on va vous mentir, ils vous diront, c'était le même cas avec Louis XIV en France. C'était le même cas avec plusieurs autres chefs d'État, chefs de notre roi en Europe. En Angleterre, par exemple, où le roi pouvait décider, il avait le droit de vie sur certaines personnes. Au lieu de venir balayer tout ce système qui était déjà proche d'une vie communautaire, pour nous imposer un modèle qu'eux-mêmes jusqu'à aujourd'hui ne maîtrisent pas, alors il était conséquent de faire un peu comme en Angleterre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, mais Monsieur Richard, c'est vrai que vous évoquez les systèmes ou les organisations de société qui ont existé ou qui ont préexisté en Afrique. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait revenir sur ces systèmes-là aujourd'hui? Quand nous parlons d'un modèle qu'il faut pour le développement de l'Afrique, à quoi est-ce qu'il faudrait se référer? Dans mon ouvrage, Le rêve d'un démocrate africain, je précise très bien, aucun peuple, aucune nation ne s'est développée avec la culture des autres. Ça n'existe Qu'est-ce qu'il faut comprendre par ça? Oui. Il faut comprendre par là qu'un modèle politique, un modèle société, importé complètement d'ailleurs, installé chez vous ne fonctionnera jamais. Ne vous permettra pas tout simplement d'émerger. Plusieurs raisons en expliquent. Il y a d'abord un contexte de culture. Ce choc de culture, je ne peux pas aujourd'hui, un exemple, aller en Europe. Prendre par exemple un modèle de culture européenne, l'émancipation féminine européenne, et venir relancer dans l'émancipation culturelle, tabou africain, dont la tradition africaine préserve la femme et redonne à la femme un, je ne sais pas comment je peux exprimer, une autre dimension de la vie. La femme africaine est perçue comme un trésor, un précieux trésor, quelque chose qui est choyé, qui est même le fondement de la famille. La femme et l'homme jouent le même combat. Je dis bien le même combat. Lorsque nous importons déjà ce modèle européen pour venir mettre en Afrique, ça bafouille toute la tradition africaine qui existait déjà. Pourtant, on devrait peut-être aller dans la culture européenne, l'émancipation féminine européenne, faire une analyse, trier le bon côté et implémenter comme les Chinois l'ont fait, comme l'Inde l'a fait. Il y a des peuples du monde entier qui se sont développés en préservant leur propre culture, mais en copiant le bon sens ailleurs. Le bon sens est la chose la mieux partagée. En copiant le bon sens ailleurs, et contrairement à l'Afrique, nous avons importé tout un modèle dans sa globalisation est venu imposer chez nous comme sans ce modèle, on ne pourra pas vivre. Mais ça, c'est un échec total de notre gouvernance, c'est un échec total de l'Afrique, de nous tous, parce que nous avons accepté cela. Nous avons accepté qu'on nous domine, qu'on nous impose tout ce que nous voulons. Et nous sommes restés aujourd'hui à la quête. Nous sommes restés aujourd'hui, je pourrais dire, au pied de ces gens-là qui nous ont imposé tout. Et voilà pourquoi on n'avance pas et on passera tout le temps à parler de la démocratie,
qui est, comme le disait un chef d'État français, paix à son âme, est un luxe pour les pays africains. Oui, Richard, Monsieur Richard, permettez que je revienne encore sur ce point que je trouve assez intéressant quand vous développez vos idées. Si la démocratie n'a pas marché pour l'Afrique, est-ce que vous pensez qu'il faudrait revenir à un système de monarchie, à un système de royauté? Est-ce que cela pourrait marcher en Je, Afrique? je vais directement vous couper court. Je n'ai en aucun cas dit que la démocratie n'a pas marché en Afrique. Je le dis encore, elle n'a pas existé en Afrique. Restons sur ces deux contextes. La démocratie n'a pas existé en Afrique jusqu'à ce jour. Elle n'existe pas. Elle cherche à s'implanter. Okay. Regardez, lorsque une personne arrive au pouvoir en Afrique, soit parce qu'il a été parachuté par la France ou par les puissances occidentaux, soit parce qu'il est arrivé par des élections, bourrage des unes, truquées, mal organisées, mal élues, on disait souvent, soit parce qu'il est arrivé naturellement par de bonnes élections. Dans les PKI français, en majorité, ils cherchent toujours à s'éterniser au pouvoir. Et loin de cela, il veut que cela devienne une dynastie pour ses enfants. Après lui, c'est son fils. Si ce n'est pas son fils, ça doit être son neveu. Et les Africains prient chaque jour, soit qu'un bon coup d'État arrive, soit que Dieu vienne le dégager pour mettre quelqu'un d'autre et bien d'autres. Pourquoi cela arrive? Parce que dans la mentalité de toutes ces générations vieillissantes d'Afrique, c'est la royauté qui existe dans leur mentalité. C'est la monarchie qui existe dans leur mentalité. Il a fallu donc, comme je l'ai dit, aucun peuple ne s'est développé avec la culture des autres, aller dans cette monarchie et étudier le contexte de la démocratie. Et étudier comment on pouvait faire pour introduire les principes de la liberté humaine. Parce que je l'ai dit très bien au départ, j'ai donné au moins 7 principes qui illuminent la démocratie. La liberté humaine, le principe de la construction d'un État de société avec des lois que nous sommes tous prescrites, tout en respectant une royauté comme ça se passe aujourd'hui en Grande-Bretagne, où la royauté, la dynastie que le monde a retrouvé continue à exister aux côtés des pouvoirs politiques qui fondent et garantissent l'équilibre social, l'égalité entre les citoyens, la liberté, la justice et l'expression populaire. L'Afrique était sur le chemin de copier cela. Ce n'est que ce genre de pouvoir qui devait permettre aux Africains aujourd'hui d'éviter des rois chefs d'État, d'éviter des monarques chefs d'État. Mais nous sommes tombés dans un principe où on a tué les royaumes, on a tué des rois traditionnels pour en faire des rois politiques. Et ceci ne peut que nous conduire dans les abîmes. Pour moi, je me dis, il faut que nous étudions notre histoire, que nous rentrons au fond de notre propre histoire, tirer ce qui peut réellement nous aimer, un peu ce que Léopold Sédar Senghor appelait la civilisation de l'universel. Il parlait d'une civilisation de l'universel. À côté de ça, on peut faire une civilisation africaine. C'est-à-dire aller dans l'histoire africaine, retirer la bonté, le bien vivre, le châtiment, les principes de notre tradition et conférer à tout un État un titre de royaume qui peut, à un certain niveau, converger vers ce qu'on a vu en Grande-Bretagne. Pour les États dont les chefs, les pouvoirs traditionnels sont encore très, très intéressants, converger vers ce qu'on a vu au Royaume-Uni. Et dans les États où réellement les chefs n'ont plus tellement de pouvoir, trouver des convergences, tirer sur les bases africaines pour en faire des propriétés d'une véritable démocratie. La démocratie n'est pas le fruit de l'Occident.
c'est l'émancipation populaire, c'est l'expression de la liberté, c'est l'expression de l'égalité, c'est l'expression de la justice. Ça ne coule de personne, c'est la souveraineté du peuple. Voilà un peu les principes de la démocratie. Et si aujourd'hui, 60 ans après, nous parlons encore de la démocratie, ça veut dire que rien n'a bougé. Rien, pratiquement. Je vois que vous donnez les grandes lignes déjà d'un rêve, enfin, des différentes pistes, j'allais dire, pour que l'Afrique puisse sortir de ces différentes crises ou de ces différents maux qui minent aujourd'hui son système politique. Mais quand vous regardez l'environnement, le continent africain, quelle jeunesse aujourd'hui, oui, quelle jeunesse aujourd'hui pensez-vous peut aujourd'hui porter, je dirais, ces différentes pistes-là ou ces orientations afin de qu'on en arrive à une Afrique meilleure ou à une Afrique mieux développée en termes de politique? Voilà une question qui est très, très intéressante. Ça me fait très mal de répondre à cette question parce que nos grands-parents, ils ont mené les plus très grands combats. Ils n'avaient pas de nouvelles technologies. Ils n'avaient même pas de force de communication. Ils n'avaient pas de téléphone. Ils n'avaient pas de réseaux sociaux. Ils n'avaient pas de médias dans leur maquis. Dans leur force, ils ont fait le combat. Ils ont porté l'Afrique aux portes de l'indépendance. Ils ont failli gagner. Ils ont failli gagner la liberté d'indépendance. Oui, ils ont failli gagner. Mais ils ont été écrasés, trahis en dernier milieu, en dernière minute, par nous-mêmes, par certains Africains qui ont voulu rester sur le joug des puissances coloniales. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Avec tout le pouvoir que nous avons aujourd'hui, l'intelligence, nous sommes dans des grands centres, des grandes entreprises en Europe. Nous avons des décisions à prendre dans le monde entier. En Afrique, nous avons tout, des réseaux, des grands ingénieurs, des écoles qui en forment aujourd'hui. Nous sommes en être, je peux dire, de pouvoir réfléchir. Nous sommes capables aujourd'hui de construire un monde, un continent, une Afrique propre. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous ne faisons véritablement rien pour l'Afrique. Le combat aujourd'hui en Afrique est devenu très, très individuel. Ce combat est devenu égoïste. Ce combat est devenu dans un sens de corruption élevée. La jeunesse a perdu beaucoup, beaucoup de sa dignité. Le jeune Africain aujourd'hui, lorsqu'il arrive là où il est arrivé, il lui est difficile de repenser aux Africains. Voilà pourquoi je salue le combat des gens comme les Kémy Séba, qui mènent un combat rude, pas contre les Occidentaux comme les gens le pensent lorsqu'ils parlent de l'urgence panafricaine, mais un combat rude pour le développement de l'Afrique. Parce que pour que l'Afrique se développe, comme je l'ai dit, il faut qu'elle soit d'abord indépendante. Et il faut que nous soyons d'accord que nous sommes en train de fêter 60 ans d'indépendance, 60 ans plutôt d'indépendance fictive. Et lorsque nous fêtons les indépendances fictives, il est donc difficile pour nous de regarder en arrière et faire une traçabilité positive d'une indépendance. La jeunesse africaine aujourd'hui doit se battre d'abord sur un tout premier point, la récupération de l'instinct monétaire africain. Que l'Afrique soit capable de se vendre, de se valoriser. Comprenez? La valeur de l'Afrique aujourd'hui dépend de la France, du franc CFA, de l'écho, de tout ce que vous pouvez dire. Lorsque vous êtes un pays indépendant et que vous êtes incapable de donner une valeur à votre propre vie, parce que la monnaie, c'est le centre de toute une nation. Sans la monnaie, vous ne pouvez rien faire. Allez-y.
Je ne vous arrête pas, monsieur, mais avec l'avènement de l'éco qui semble prendre de l'ampleur aujourd'hui, quel est votre avis concret sur ce sujet? L'écho l'écho revient tout simplement pour, je pourrais dire, c'est le cousin du franc CFA. On peut prendre ce mot comme ça pour qualifier. Je ne suis plus là aujourd'hui, mon cousin me remplace. Il n'y a Donc, vous rien y voyez une évolution, en fait, de cette dépendance monétaire. Je ne trouve pas une évolution. Je trouve que la France a été harcelée, pas par les Africains. Je vous rappelle que si ceci a évolué, c'est beaucoup plus par certains pays occidentaux comme l'Italie, qui à un certain niveau ont commencé à dire non, ça ne peut plus marcher. À chaque fois, les Africains, pour notre nation, meurent dans la mort et on nous accuse pour rien, alors que certains pays tirent les ficelles, n'est-ce pas, de l'autre côté, en bloquant tout développement africain, en confisquant les points valeureux d'un développement sensuel de l'Afrique, parce que c'est eux qui détiennent la monnaie. C'est eux qui détiennent notre unité de mesure qui garantit la fixabilité d'une monnaie. Lorsqu'une monnaie est fixe, ça veut dire qu'elle ne peut pas évoluer. Comprenez, votre pays est fixe. On vous a dit que vous devez aujourd'hui boire de l'eau. C'est-à-dire, toi, tu te lèves chaque matin, tu sais, je bois mon eau, c'est tout. Tu ne vas pas réfléchir. Tu te lèves chaque matin, tu bois de l'eau. C'est tout. Ça, c'est la fixabilité. Un franc CFA, comme l'éco, qui garantit une parité avec l'euro. Je ne suis pas économiste, mais même un enfant de la CIL peut comprendre que derrière ça, il ne s'agit plus du commerce. Parce que le commerce, c'est les ventes aux enchères. Le commerce, c'est la bourse. Le commerce, c'est gagner aujourd'hui, perdre demain. C'est ça qui fait balancer, n'est-ce pas, le développement dans un pays. Mais lorsque vous avez une monnaie, on vous dit quand il pleut, il est jaune. Quand il neige, il est jaune. Quand le vent passe, il est jaune. Quand le vent souffle, il est jaune. Vous vous attendez à quoi? C'est-à-dire que vous restez comme vous êtes et vous ne changerez jamais. Voilà le franc CFA, voilà l'éco. Si vous m'avez compris, vous avez ma position. Merci, monsieur Richard Kajiko. Donc, je comprends alors est-ce qu'il faudrait être pessimiste quant au développement de l'Afrique? Aujourd'hui, vous dites que la jeunesse, vous êtes tout de même peinée qu'elle ne puisse pas utiliser les ressources à son niveau pour pouvoir amorcer ce développement. Est-ce qu'il faudrait être pessimiste par rapport au développement de l'Afrique? Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul qui peut dire, je pense François Fagnon et plusieurs d'autres l'ont annoncé depuis que l'Afrique noire est mal partie. Lorsque vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, avec toutes les nombreuses crises qui sont sur le continent africain et des crises encore à venir, vous pouvez vous-même imaginer que nous sommes en train d'aller de mal en pire. Nous ne sommes même pas sur les bases d'une émergence. Nous sommes en train de nous détruire. Et comme les Africains aiment souvent le dire, c'est Dieu qui nous protège. Or, ils ont oublié quelque chose qui est très important, c'est que Dieu, lui, il n'est pas dans la politique. Dieu, lui, il nous a créés avec tout son souffle, avec tout son pouvoir. Il nous a donné cette forte rentabilité. Et je le dis très bien dans mon livre, Le rêve d'un démocrate africain, que si vraiment Dieu vivait et que Dieu était africain, si c'était le Dieu de la politique, c'est que la manière dont les Africains prient Dieu tous les jours, je ne vous mens pas, l'Afrique serait longtemps sauvée. Mais on est toujours au point de nous enfoncer malgré toutes nos prières. Et ceux qui nous gouvernent ont compris, ils ont compris qu'il faut laisser, n'est-ce pas, beaucoup de centres de prière, beaucoup d'organisations liées à la prière submerger, exister et prendre toute l'ampleur du continent africain pour canaliser le plus grand nombre du peuple, pour qu'à chaque fois que vous avez une douleur, vous vous remettez plutôt dans les salles d'église.
Comprenez que vous sortez pour manifester pour vos droits. On vous attrape, on vous fouette, on vous maltraite dans la boue. On ne respecte même pas la dignité que vous êtes. Et encore humains comme des femmes. Une femme, on vous fouette, on vous déshabille. Et cela, le lendemain, tout ce qu'il vous reste à faire, et le grand conseil, c'est que vous allez voir le pasteur pour prier. Prier. Lorsque le pasteur prie, le lendemain, une autre femme est battue. Le lendemain, un autre groupe est tabassé. Le lendemain, les gens sont condamnés pour des faits qu'ils n'ont pas commis. Le lendemain, l'injustice. Le lendemain, le dictateur aboie ses opposants. Et le lendemain, les mêmes puissances étrangères continuent à piller et à broyer l'Afrique. Nous sommes en ce moment dans les temples d'église. Nous prions. Nous prions. Venez en Occident. Vous qui aimez l'église, vous comprendrez que ceux qui nous ont apporté la Bible ne vont pas à l'église. Vous comprendrez réellement que tous les dimanches, les églises sont vides. Il n'y a que ces gens-là qui sont proches de la mort. Les vieilles personnes qui ne servent plus à rien dans la société, qui sont devenues des consommatrices, qui peuplent les banques d'église pour demander pardon, pour attendre leur mort. La jeunesse, les hommes politiques, les occidentaux, eux, ils ont tous compris. Ils savent que le Dieu véritable se trouve dans le travail. Ils savent que le Dieu véritable se trouve dans l'émancipation de la société. Ils savent réellement que lorsque Dieu nous a créés, il nous a tout donné pour nous battre, il nous a jetés dans un environnement. Et nous attend seulement pour le jugement dernier. Et aussi longtemps que nous sommes sur terre, nous devons de nos propres mains conquérir l'espace terrestre, nous construire et s'équilibrer. Et le jour que les Africains vont comprendre cela, je pense que la démocratie commencera à naître. Merci, M. Kachoko. Il faudrait que l'Afrique revienne à ses ressources. Il faudrait que l'Afrique puisse repenser son développement. Est-ce que vous pouvez en quelques lignes dire, en quelques points nous donner des éléments dont l'Afrique devrait se ragaillardir ou des éléments dont l'Afrique devrait être fière pour impulser son développement, puisque c'est de ça dont nous parlons actuellement? Sa jeunesse. Sa jeunesse. C'est le seul point et c'est le plus grand point précieux de l'Afrique. Sa jeunesse. L'Afrique aujourd'hui a une chance incroyable. C'est-à-dire, dans 50 ans, si les Africains travaillent, ils posséderont le monde. Moi, je le dis aujourd'hui, je dis bien dans 50 ans, et mes mots sont mesurés, à condition d'arracher son indépendance. L'Afrique a une jeunesse très, très talentueuse. Une jeunesse qu'il faut tout simplement mettre sur les rails de la liberté. Une jeunesse qui fait peur. Qui fait peur à tout un monde entier. Des braves intellectuels, des braves ingénieurs, des talentueux africains, aujourd'hui font la fierté de l'Europe, des Amériques, de bien d'autres pays dans le monde entier. Oui. Mais est-ce que vous n'avez pas peur que cette jeunesse africaine devienne un peu comme nos dirigeants africains ou ne reproduisent le même système que nous voyons? Aujourd'hui, je pense qu'ils sont en train de faire pratiquement la même chose que nos dirigeants. Mais je me dis que parce qu'ils sont peu nombreux, au fur et à mesure où des nombres aussi importants de jeunes Africains vont prendre conscience, les choses vont commencer à changer. Voilà pourquoi je milite pour la fermeture de beaucoup de choses, comme certains centres de prière d'église. Je ne veux pas, moi je suis chrétien, je ne veux pas refuter, n'est-ce pas, l'église ou les centres de prière pour aux Africains maintenant, mais il va falloir que nous modérons et que nous redonnons à tout un chacun la possibilité de faire ce qui est juste. Parce que d'autres sont faits tout simplement pour nous endormir. Il va falloir limiter et rentrer vraiment dans un espace où on sera en liberté de réfléchir et de donner des expressions vraiment populaires, capables
de propulser un sursaut de développement. Je le dis encore, j'ai très confiance en la jeunesse africaine qui est en train de grandir. Je me le dis, j'ai vu au Togo, les jeunes se lever contre la dictature, contre la famine, contre l'injustice. Ils ont été réprimés et tués dans la rue. C'est un pas. J'ai vu dernièrement au Burkina Faso comment Blaise Compaoré a été chassé. Ça, c'est un grand pas. J'ai vu dernièrement au Bénin les jeunes se lever pour s'éluger contre la vision politique du président béninois. C'est un pas. Et j'ai vu au Cameroun les jeunes se lever dernièrement et un opposant historique au Cameroun qu'il faudrait parler de lui, M. Maurice Kamto, qui revient dans l'arène politique avec des idées. Battre une dictature avec les mots. Battre une dictature avec la parole, avec la bonté de cœur. Et ce qui s'est en train de faire au Cameroun aujourd'hui, ce monsieur a réveillé, par exemple, en la jeunesse camerounaise, la politique. Mais non, la politique n'existait plus au Cameroun. Moi, je quitte le Cameroun, mon pays, sans mettre un bulletin dans les yeux, parce que je n'y croyais plus aux élections. Mais ce monsieur est arrivé en 2013, 2011, quand il a créé son mouvement. Après des 10 années de travail, il est arrivé en 2018 aux élections présidentielles qu'il a gagné et qui a été truqué par M. Paul Biya, tout le monde le sait. La manière dont il a conduit sa campagne, la manière qu'il revendique sa victoire jusqu'à ce jour, sa promptitude à lutter, fait trembler la dictature. Ces messages, ces mots à la population font trembler la haine sociale. Voilà un type qui aujourd'hui a réveillé toute une diaspora. La diaspora camerounaise qu'on ne connaissait pas. Une diaspora qui était morte, qui était réellement revue en arrière, est aujourd'hui au devant de la scène pour lutter pour la libération de son pays. Du jamais vu. Et ceci grâce à l'élan d'un homme qui s'est levé, malgré sa richesse, dit que enough is enough. Ça suffit. Luttons pour le développement, changeons, il y a déjà trop d'injustice. Et le peuple s'est relevé. Et aujourd'hui, les jeunes, tout le monde veut faire la politique. Tout le monde veut changer les choses. Tout le monde veut entrer dans la gloire. C'est des actes comme ça qui vont forger ces jeunesses dont j'ai besoin, dont je vous en parle. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est la ressource. L'Afrique, malgré l'exploitation anarchique de la France et beaucoup d'autres puissances étrangères, l'Afrique regorge des ressources qui peuvent, n'est-ce pas, gouverner et construire ce monde. Comprenez, le Cameroun seul regorge des volumes d'eau qui peuvent alimenter toute l'Afrique centrale. Il est inadmissible qu'aujourd'hui, au Cameroun, on ne parvient pas à avoir de l'énergie pour une journée. C'est incompréhensible. Donc, nous avons d'énormes ressources. Nous avons d'énormes ressources partout du Niger. Les téléphones portables aujourd'hui et ces ordinateurs qui font la fierté du monde, leur durabilité, fabriqués à travers des ressources comme le coltan, qui vient de l'Afrique, exploité au Congo, mais transformé en Occident, et quand on nous revient, nous vendre à des prix inaccessibles. Ressources aujourd'hui nutritionnelles, par exemple, les aliments. Est-ce que vous savez comment les Européens font pour manger? Si vous le saviez, vous pouvez vous pendre. Pourquoi je vous le dis cela? Est-ce que vous savez où les Européens trouvent leur nourriture avec le climat qui ne leur permet pas de vivre? On les achète de partout dans le monde entier. On les transporte avec des moyens de nouvelles technologies, frigorifiques ou pas.
et on les consomme sur plusieurs journées. Et, pour vous le dire, ils sont en manque tous les temps. Et à chaque fois, il faut signer le contrat avec le Sénégal pour fournir le melon, avec l'Égypte pour fournir les pommes de terre, avec le Nigeria pour fournir les patates, avec plusieurs autres pays d'Amérique latine. Comprenez un jour que l'Afrique soit capable de contrôler seulement ses ressources alimentaires et que l'Afrique soit capable de mettre sur le marché mondial ses ressources avec son autonomie, vendre son café, vendre sa banane, vendre ses tomates, bien traitées sur un marché mondial grâce aux outils développés par ces ingénieurs, développés par des Africains et se représenter sur le marché mondial avec le climat que l'Afrique a. Dites-moi quel est le monde, quel est le pays ou quel est le continent qui pourra rivaliser demain avec l'Afrique. Je ne vois pas. L'Europe est un endroit où, pendant 7 mois d'hiver, rien ne pousse. Même les herbes disparaissent. Rien ne pousse. Pourtant, en Afrique, lorsque vous sucez une mangue, lorsque vous jetez le noyau derrière la maison, 2 ans plus tard, vous revenez cueillir des paniers de mangue. Ça n'existe pas en Occident. Voilà d'autres caractéristiques africaines qui peuvent être demain le socle de l'émergence africaine. Voilà en deux. Je continue. Nous avons parlé de la jeunesse. Nous avons parlé des ressources. Et maintenant, il y a un point très, très important que l'Afrique doit améliorer, les institutions. Si nous avons la jeunesse, si nous avons les ressources et que nous sommes incapables de respecter les lois que nous sommes nous-mêmes prescrites et que nous sommes incapables de respecter le droit de notre semblable, nous n'irons nulle part. C'est avec ça que les Européens nous ont dépassés. En Europe, tu peux parler du président de la République comme tu veux, de sa famille, de l'insulter quand tu as les preuves, de l'inculper, de porter plainte. Tu as de la protection. Il ne viendra jamais commanditer ton meurtre comme ça se passe en Afrique. Il ne va pas te tabasser dans la rue comme ça se passe en Afrique. Parce qu'ici, il y a un respect des institutions. Si à chaque fois que vous êtes élu président de la République de votre pays et lorsque votre mandat arrive à terme, et que vous n'avez plus le pouvoir, le droit de vous porter candidat, et que votre seul hobby ou outil préféré, c'est de sauter le verrou de la limitation des mandats pour pouvoir vous représenter, alors vous seriez en train de détruire tout le bonheur de l'Afrique. Et c'est là le chaos que nous vivons aujourd'hui en Afrique. Il n'y a pas d'institution solide. Il n'y a pas d'institution solide parce que nous n'avons pas des hommes forts. Lorsque l'Afrique aura sa jeunesse, ses ressources, son institution, je pense qu'elle pourra réclamer, sans baisser la tête, sa souveraineté monétaire. Et ce jour-là, ça sera pour moi le début de la démocratie africaine. Et même les vrais, je pourrais dire quoi, les premiers pas de l'indépendance africaine. Parce que tout ce que nous faisons jusqu'à ce jour, nous sommes dans une indépendance fictive où nous avons les dirigeants que nous ne voulons pas. Nous avons les dirigeants qu'on nous a imposés. Lorsque vous avez des dirigeants qu'on vous a imposés, ils ne peuvent faire que ce que le maître
on leur demande de faire et pas la volonté de la population. Voilà pourquoi beaucoup d'Africains ont perdu l'élan politique. Et lorsque tu vas poser la question à certains jeunes dans la rue, ils vont dire non, moi je ne fais pas la politique. Pourtant, ils oublient quelque chose. La politique, c'est la gestion de la société. Même les arachides que vous vendez déjà sur un plateau dans un marché, vous êtes en train de faire la politique. Parce que de la vente de ces arachides ressort ce qu'on appelle l'évolution économique de la société, des impôts qui en découlent, et ces impôts qui sont gérés dans la société et qui permettent de payer le salaire d'une personne qui va demain rééconomiser de l'argent pour revenir acheter votre arachide. Comprenez que nous sommes tous dans un système et dans ce système-là, c'est la politique. Notre biotope, c'est la politique. Tout le monde fait la politique. Et tout le monde doit revendiquer ses droits pour pouvoir mieux vivre là où il se trouve. Merci pour cette liste intéressante que vous donnez. Avec la crise sanitaire aujourd'hui, quelles sont les leçons que l'Afrique devait tirer de cette situation? Je pense qu'en entame de mes propos aujourd'hui, j'ai parlé d'une institution, des instituts plutôt scientifiques qui manquent à l'Afrique, d'une organisation, n'est-ce pas, de la santé africaine qui n'existe pas. Nous avons vu le président Magache lutter tout seul. Je dis bien tout seul, c'est une honte. Lutter tout seul pour vendre un produit Covid organique qui, selon les chercheurs Magache, apportait des solutions contre la Covid-19. Toute seule. Les autres chefs d'État africains ont eu peur de se joindre au président Magache, tout simplement parce qu'ils ont peur de leur maître. Ils ont peur qu'on va leur couper les vivres. Ils ont peur qu'on va leur couper les aides. Et surtout, lorsque l'Organisation mondiale de la santé a annoncé la disposition d'une enveloppe de plus de des milliards et des milliards, des centaines de milliards d'euros pour soutenir les pays lors de cette crise. Et en ce moment, nous avons vu beaucoup de pays africains qui jusque-là disaient que non, chez eux, il n'y avait pas de cas. Je prends l'exemple sur mon pays, le Cameroun. Jusque-là, disaient qu'il n'y avait pas de cas chez eux. Lorsqu'ils ont entendu qu'il y a de l'argent qu'on va envoyer pour soutenir pour soutenir les nations en difficulté, ils ont commencé à déclarer qu'il y a des cas chez eux. Ils ont commencé directement le lendemain, ils étaient à 100, à 200, 300, 400. Et lorsque l'argent est arrivé, ils sont maintenant à 10 000, 15 000. Ils cherchent beaucoup plus d'avantages. Ça veut dire que le Covid existait depuis. Et comme à chaque fois, les gouvernements qui sont en difficulté attendent des moments comme ça, de détresse, pour en profiter sur le dos de la population qui souffre. Ce sont des pêcheurs en eau trouble. C'est des gouvernants qu'il faut chasser, brusquer vers la sortie. Si les Africains veulent réussir, il faut les mettre dehors par tous les moyens possibles. Il faut être prêt à réprimer ces gens qui ne pensent qu'à eux et qui ne pensent qu'aux évacuations sanitaires. Il n'y a pas d'hôpitaux. Est-ce que vous pouvez repérer en sachant que dans un pays comme le Cameroun, 40 aspirateurs médicaux, c'est-à-dire lors de la crise Covid-19, s'il y a 40 patients sous oxygène et d'autres y arrivent, ils vont tous mourir parce qu'il n'y aura plus d'oxygène pour eux. Et ça s'appelle pays en voie de développement.
Ça s'appelle pays indépendant. Ça s'appelle pays à revenu intermédiaire. Mais non. Je vous ai dit, ces chefs d'État ont abandonné un homme tout seul dans la recherche des solutions pour sauver le monde. Plus loin, ils ont abandonné tout ce qui compte pour leur tradition. Moi, j'y reviens. Parce que en ce moment, il y a beaucoup de maladies en Afrique qui ont trouvé satisfaction qu'à travers la médecine locale. Mais aucun gouvernant, personne, n'a fait le tour vers ces gens qui font de la médecine traditionnelle, de concerter pour qu'une organisation africaine de médecine traditionnelle puisse travailler pour essayer de voir si on pourrait trouver une solution. On attend tout de l'Occident, en sachant que l'Occident est prêt à tout fabriquer, à tester tous ces vaccins en Afrique. Oui, nous sommes des cobayes. La crise sanitaire a montré que l'Afrique n'existe pas. Excusez-moi, la crise sanitaire a montré que l'Afrique est effacée de la carte du monde. La crise sanitaire a montré que l'Afrique doit se battre tellement pour exister. Tellement pour exister. Lorsqu'on parlait des cas, qu'on arrivait même sur l'Afrique, on met des virgules. Et vous voyez, les scientifiques européens à la télévision ne se cachaient plus pour dire, voilà, les vaccins, on va aller les faire en Afrique, on va les tester en Afrique. Pourquoi ils n'ont pas dit, on ira tester en Amérique latine? Pourquoi ils n'ont pas dit, oui, la crise, la COVID-19 est née en Chine, on ira tester le vaccin en Chine? Pourquoi ils n'ont pas dit qu'en France, il y a 30 000 morts, on va tester le vaccin en France? Pourquoi tout le monde se tournait vers l'Afrique? Parce que c'est un dépotoir. Si aujourd'hui vous voulez refuser que l'Afrique est un dépotoir, moi je vous le dis, c'est un dépotoir. Pourquoi en Europe, on a fermé tous les bars pendant 4 mois? Et qu'en Afrique, les maquis, tous les buvets de boissons étaient ouverts au moment où les gens mouraient comme des poules. Comment vous pouvez expliquer cela? Et en même temps, vous voulez dessiner l'Afrique comme des pays qui ont avancé pendant 60 ans. Mais non, l'Afrique a reculé pendant 60 ans. L'Afrique a totalement reculé. Et ça fait très mal. Parce que lorsqu'on va parler, lorsque vous interrogez un politicien qui est bien assis et qui est peut-être directeur dans une institution en Afrique ou qui est ministre quelque part, il va vous dire, oh, nous sommes un jeune État, les Européens, ils ont mis des centaines d'années pour arriver là où ils sont aujourd'hui, nous sommes un jeune État, nous sommes indépendants depuis seulement il y a 60 ans. C'est des promesses, c'est des langages, c'est de l'idiotie pour moi. Les Européens ont mis des années pour y arriver parce qu'eux, ils n'avaient pas des moyens, ils n'avaient même pas des moyens que nous avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas ces moyens. Vous ne pouvez pas être à l'heure du numérique et rappeler que celui qui faisait 100 km à pied et qu'aujourd'hui vous avez la voiture, vous voulez mettre le même nombre d'années que celui-là qui faisait 100 km à pied alors qu'aujourd'hui vous roulez en voiture. Il faut faire attention. Nous sommes en train de défroquer, comme on le dit souvent. Nous sommes en train de perdre la notion du temps. On ne comprend pas le temps. L'Africain ne comprend pas le temps et c'est un danger pour nous. Je comprends, Monsieur Richard Kachoko, votre cri de cœur par rapport à cette Afrique que nous espérons tous développer. Et pour finir cet entretien, je voudrais savoir, vous êtes un auteur, vous avez déjà publié de nombreux livres. Quels sont vos projets à venir en termes de nouveaux ouvrages à sortir? Quels sont vos projets? Merci pour cette question. Je travaille sur un ouvrage depuis 3 ans. Je peux dévoiler le titre ici, La République du silence. Et je suis en train de peindre ainsi une Afrique qui est silencieuse. Une Afrique qui ne parle pas. Une Afrique qui s'efface. Une Afrique qui se recule. Une Afrique qui ne veut pas avancer.
malgré tout ce qu'elle a. Je suis en train de parler d'une Afrique qui refuse d'occuper la place qui est la sienne dans le monde. Je suis en train de parler dans cet ouvrage d'une Afrique qui veut réellement abandonner son peuple. D'une Afrique, le mot mal parti est très calme pour moi. Moi, je parlerai plutôt d'une Afrique perdue. Et si rien n'est fait, je pense que nous allons encore beaucoup perdre. Et nous sommes en train de voir que la génération africaine de 1990 à 2020 est une génération qui n'a rien fait. C'est une génération qui n'a rien apporté au développement de l'Afrique. C'est une génération qui a vécu les affres de la décolonisation ratée. C'est une génération qui a été oppressée. C'est une génération qui a été tellement corrompue. C'est une génération qui n'a pas lutté pour les libertés africaines. Il ne faut pas que la nouvelle génération africaine tombe dans ce piège. Sinon, l'Afrique va disparaître. C'est une génération qui a cherché tout simplement de quoi se nourrir. Elle n'a jamais cherché l'avenir de l'Afrique. Il faut mettre fin à cela. Il faut revenir en arrière. Il faut réfléchir. Il faut commencer un combat dès aujourd'hui afin d'ouvrir à des générations à venir ce combat qui est le nôtre et que nous sommes en face de laisser à d'autres générations. Et je pense que nous serions en train de trahir notre génération en ce moment parce que nous avons laissé les affres de la décolonisation primer sur nos droits, sur nos intérêts, sur nos biens, sur nos pouvoirs, sur notre être. Voilà un peu ma vision. Excusez-moi pour le pessimisme. Les 60 années de la démocratie de l'Afrique, que je salue. Un très beau continent. Un continent, 54 États riches, avec toutes les merveilles, avec toutes les bontés, mais sans hommes, sans institutions. On aura compris votre position sur la question du parcours démocratique de l'Afrique. Nous vous remercions infiniment pour ces éclaircissements et pour ces nombreuses contributions. Donc voilà donc au thème de cette interview que vous avez humblement accepté de nous accorder. Merci encore, Monsieur Richard Kato. C'est moi qui vous remercie. Soyez en dessus, je serai toujours là. Si vous avez besoin de moi, j'apprécie tellement cette initiative. Je pense que en ouvrant de tels fronts, en ouvrant de tels espaces aujourd'hui, en profitant du numérique et de la mondialisation, conscientiser le peuple africain sur les devenirs, sur l'état qui mine la société, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui plutôt, c'est le début de ce combat. Beaucoup de courage et j'espère que notre Afrique ne sera pas perdue. L'espérance. Merci beaucoup. Ce que vous faites aujourd'hui réveillera notre génération.